suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau plateau, le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Je suis Anne Béliard et j'ai le plaisir d'animer une troisième table ronde aujourd'hui autour d'un sujet très sensible, un sujet évidemment qui parfois déchaîne les passions, mais un sujet qui mérite véritablement d'avoir sa place aujourd'hui sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et même plus largement sur le salon de l'éducation. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous présenter mes invités qui vont justement parler de ce sujet. Ce sujet, c'est l'homophobie, notamment en milieu scolaire. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi la chef de la mission prévention des discriminations, égalité filles-garçons au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au sein aussi de la DGESCO. J'ai nommé Judith Klein. Bonjour, bienvenue. Merci. À côté de vous, nous accueillons Gaëlle Perrin. Gaëlle Perrin qui est co-référente de la commission intervention en milieu scolaire donc en Ile-de-France et de l'association SOS Homophobie. Bienvenue, bonjour. Merci. Et enfin, le collectif Éducation contre les LGBT-phobies en milieu scolaire, Olivier Lelarge, qui est également CPE dans le lycée professionnel, je crois. C'est ça. De Montargis, le lycée professionnel de Montargis, que l'on salue s'il nous voit, s'il nous écoute, le lycée qui s'appelle Jeannette Verdier. Bienvenue à tous les trois. Alors, je signale que nous sommes en direct sur la page Éducation France, sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez évidemment partager cette page, liker et évidemment réagir, poser vos questions aux invités présents sur ce sujet, pour traiter de ce sujet et autour de la table. Alors, première question, parce que c'est important de cadrer un petit peu ce débat. Pourquoi parler de la lutte contre l'homophobie sur le stand du ministère de l'Éducation nationale? Peut-être que c'est à vous que je dois poser cette question, Judith Klein. Je rappelle que vous êtes chef de la mission prévention des discriminations, égalité filles-garçons au sein du ministère. Pourquoi en parler? Parce que c'est un sujet. Prenez bien le micro en face de vous, voilà, le plus près possible. Et que c'est tout sauf un non-sujet. C'est un sujet parce que il y a de l'homophobie en milieu scolaire, on le sait, c'est relativement bien documenté. Nous, on le mesure dans les enquêtes de climat scolaire et de victimation qui sont menées chaque année. Et on sait notamment que près d'un tiers des élèves en lycée ont été, à un moment donné, témoins d'homophobie. Et puis on le sait aussi parce que c'est documenté par des travaux de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui très récemment a commandité une enquête pour l'IFOP qui donne des chiffres assez préoccupants sur le phénomène de l'homophobie en milieu scolaire. Et puis au-delà de l'homophobie, c'est un sujet parce qu'on a des élèves, on a des parents, on a des personnels qui sont homosexuels, qui sont trans, qui sont non conformes alors à une identité féminine ou masculine telle qu'on se la représente, et que tous ces élèves, toutes ces familles, tous ces personnels sont nos élèves, les familles de nos élèves, nos personnels, et qu'ils ont droit à des conditions d'apprentissage, de travail qui sont les mêmes que tous les autres membres de la communauté éducative. Voilà pourquoi c'est un sujet. Alors, vous parlez d'un phénomène. Peut-être pourrions-nous donner quelques chiffres. Vous en avez abordé quelques-uns. Quels sont effectivement les chiffres qui justifient on va dire, ce focus, en tout cas cette émission véritablement, et qu'on traite ce sujet à part entière? Parce qu'on a parlé de harcèlement sur le salon de l'éducation et sur ce stand. On va en reparler juste après cette émission. Ça va au-delà du harcèlement. C'est un autre sujet. Bon, il y a les chiffres du harcèlement, mais il y a aussi... ça, c'est pas documenté par des chiffres, mais c'est documenté par du témoignage. Il y a aussi tout ce qui relève de la banalisation de l'insulte homophobe. Le PD dans la cour de récré, le tapette, le tafiole, le guine... Alors, j'arrête. Mais tout ça qui est à la fois banalisé et surtout PD, et qui n'est pas perçu par les élèves comme des insultes. Donc il y a un vrai travail à faire là, d'analyse de ce qui se dit entre les élèves,
et puis de la manière dont on exerce ou pas une vigilance à ce climat scolaire. Alors Olivier Lelarge, je rappelle que vous êtes CPE, mais aussi vous faites partie du collectif Éducation contre les LGBT phobies en milieu scolaire. Ce dont parle à l'instant Judith Klein, vous le percevez à double niveau, c'est-à-dire que vous avez à la fois cette casquette de CPE et puis en même temps, donc vous faites partie de ce collectif et vous êtes plus largement, vous avez une mission plus large à travers ce collectif. Comment mesurez-vous effectivement, vous, à la fois cette évolution et ce constat de l'homophobie au sein des établissements scolaires? Alors nous on le mesure, moi je vais rajouter le fait qu'on a comme mission de faire réussir tous les élèves. Et qu'effectivement dans cette mission on doit aussi faire réussir les élèves LGBT. Qui subissent des violences, mais qui ne subissent pas que des violences, c'est-à-dire qu'ils subissent aussi un climat. Judith parlait de climat scolaire. On milite aussi pour un climat scolaire inclusif, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne subit pas de violence directe qu'on ne subit pas une violence indirecte. Le fait, par exemple, que les parents LGBT ne soient pas reconnus, le fait que dans la cour de récréation on entend des insultes et que soi-même on est qualifié en étant dévalorisé, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Deuxième élément, on a aussi un rôle d'émancipation. Et parce que l'école, c'est aussi ça, c'est aussi élever les élèves. Et quand on parle d'émancipation, moi, je réfléchissais en venant, en pensant à ce qui enserre les élèves, ce qui les empêche aussi d'être libres. Et je dirais, c'est finalement ce carcan de la virilité. Et on le voit très bien dans nos classes, dans nos écoles. Cette injonction A pour les filles, cette injonction A pour les garçons. Et on a aussi ça à faire, effectivement, à faire évoluer, à travailler sur les stéréotypes de genre, notamment. C'est ça, c'est faire exploser un petit peu les stéréotypes. C'est faire exploser les stéréotypes et je dirais amener les élèves à une réflexion là-dessus, parce qu'on voit bien à quel point ils peuvent être prisonniers de leurs stéréotypes de genre. Et on a ce rôle-là qui est absolument essentiel. Alors, Judith Klein parlait tout à l'heure de la banalisation de certains mots qui sont insultants. Alors, moi, j'ai une petite quarantaine d'années. Je me souviens parfaitement, dans toutes les classes, au collège, lycée, avoir entendu ce genre d'insultes. Pourquoi aujourd'hui on fait davantage on considère cela comme un phénomène et on le traite à part entière. Et pourquoi on ne le faisait pas il y a 20 ans? Et pourquoi aujourd'hui c'est absolument nécessaire? Je vais peut-être passer la parole à Gaëlle Perrin. Je rappelle que vous êtes co-référente de la commission intervention en milieu scolaire, SOS, l'association SOS Homophobie. Pourquoi aujourd'hui est-ce mis sur le devant de la scène alors que ça existe depuis longtemps? Alors c'est une bonne question, je ne sais pas pourquoi on n'en parlait pas avant, probablement parce que c'est un sujet qui est quand même assez peu abordé en général dans la société, en milieu scolaire, on ne parle pas beaucoup de soi, de sa sexualité, de sa vie amoureuse. Le fait que ça devienne de plus en plus intolérable et qu'on parle de plus en plus des insultes et du climat scolaire au-delà des actes de la violence directe, disons, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut faire changer les choses. Je ne sais pas pourquoi on en parlait moins avant. Il n'y a pas de raison particulière. On en parle parce qu'on en parle de plus en plus et parce que des gens se mobilisent, parce qu'il y a des collectifs qui essayent de faire bouger les choses. Le ministère, ça devient une priorité parce qu'il y a des associations qui en parlent, qui font qu'on se rend compte que c'est inacceptable parce qu'en fait, pour les jeunes, ça a un impact hyper important. Alors, comment vous intervenez-vous dans les établissements ? Gaëlle Perrin. Nous, justement, on fait exactement... on part tout à fait des stéréotypes, beaucoup des stéréotypes de genre. On essaye de faire en sorte que les élèves se questionnent, débattent entre eux. Donc, vous intervenez directement dans les classes. Tout à fait. Vous faites des ateliers, donc vous êtes en amont, en prévention. Tout à fait. Donc, on intervient à la demande des établissements, auprès des classes de 4e à la terminale, parfois 5e, 6e. 2 heures en classe entière avec des élèves d'une même classe. Et on ne fait pas du tout un cours, on anime vraiment un débat, une discussion entre les élèves pour qu'eux-mêmes se remettent en question sur leurs stéréotypes, beaucoup les stéréotypes de genre. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'une femme doit être comme ça, qu'un garçon doit être comme ça? Pourquoi un garçon qui est féminin ou une fille qui est plus masculine, pourquoi c'est un garçon manqué ou pourquoi c'est forcément un PD? Quels sont les liens entre le sexisme, l'homophobie? On leur parle de qui sont les personnes LGBT, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et notre objectif, c'est vraiment de eux les amener à déconstruire leurs stéréotypes et de se rendre compte que la haine et le rejet qu'il peut y avoir envers les personnes LGBT sont fondés sur vraiment des préjugés, des idées reçues
et que ça n'a pas de fondement réel, d'une part, et d'autre part, leur faire se rendre compte de l'impact que peuvent avoir des paroles ou des actes qui, pour eux, peuvent être un peu anodins, justement, les insultes, le fait de s'appeler entre copains, de s'appeler PD. Peut-être que pour eux, c'est une blague et en fait, ils pensent que leur camarade le prend pas mal. Peut-être que le camarade peut mal le prendre. Et peut-être effectivement que ça crée un climat scolaire qui n'est pas propice à l'épanouissement de tous les jeunes. Alors, Judith Klein, le choix du collège, c'est un choix, j'imagine, réfléchi, intervenir à partir du collège, pas avant, pas après, ou voilà, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette période-là spécifiquement pour communiquer ou intervenir en prévention? Bon, tu veux répondre? Alors, Judith Klein, Gaël Perrin, vous pouvez aussi, vous pouvez vous compléter aussi. Hein. Nous, au ministère, on sait que c'est un sujet compliqué pour nos personnels et on a besoin, et c'est pour ça qu'on a vraiment une politique de soutien d'un certain nombre de partenaires et de partenaires associatifs, de soutien financier puis de soutien par des agréments qui disent à nos chefs d'établissement vous pouvez vous fonder sur telle et telle association pour faire entrer le sujet dans votre établissement, soit en prévention, soit en réponse à une situation qui soudain se dégrade. Pourquoi le collège? Je pense que d'abord, il faut commencer à un moment, et je suis pas sûre que le tissu associatif soit suffisamment étoffé aujourd'hui pour pouvoir intervenir partout tout le temps. Puis je te laisserai compléter. On a aussi un enjeu de formation de nos personnels. C'est toujours ce sujet-là. Je pense qu'on pourra jamais se passer. On pourra jamais se passer du concours des associations. C'est-à-dire du concours d'un tiers qui vient parler d'un sujet qui reste un sujet difficile, parce qu'un enseignant, et vous le direz mieux que moi, je pense qu'Olivier le dira mieux que moi, un enseignant qui introduit le sujet de l'homophobie et de la transphobie, je ne voudrais pas qu'on oublie non plus la transphobie, est toujours soupçonné ou suspecté, suspecté les aléas du direct. Suspecté d'être un homosexuel ou d'être... Alors, trans, c'est un peu complet. Donc c'est bien d'avoir un tiers, pas uniquement sur ce sujet, mais sur ce sujet-là. Maintenant, on a un enjeu de formation parce que on a introduit depuis quelques années dans les programmes d'enseignement la question du stéréotype, la question de l'homophobie, la question de la transphobie, la question de la représentation, la question de la discrimination, et que ces sujets-là sont introduits et doivent être traités dès le début de la scolarité obligatoire, dès 6 ans, en fait. Dès le cycle... dès ce qu'on appelle le cycle 2. Donc, le primaire. Voilà. Pourquoi on commence au collège? Parce que c'est aussi un moment où... d'adolescence, de questionnement sur son identité, éventuellement de découverte, d'une orientation sexuelle, bon, voilà. Mais c'est ne serait-ce que la période de la puberté. Donc déjà, oui, on se pose des questions sur soi. Mais on sait bien aussi qu'il y a des enfants qui sont dès l'école élémentaire dans des situations délicates, puisqu'on a eu vent notamment par nos partenaires associatifs de problèmes très graves dans des écoles élémentaires. Voilà. Et qu'à l'école élémentaire se pose aussi la question des parents, des familles homoparentales ou des parents qui font un parcours de transition et qui changent de sexe. Olivier Lelarge, je voulais intervenir. Je rappelle que vous êtes CPE, également membre du collectif éducation LGBT-phobie au sein du milieu scolaire. Oui, moi je voulais dire deux choses. D'une part, la question du primaire. Alors effectivement, les associations interviennent plutôt en collège et en lycée. Mais moi je voudrais rappeler tout le travail qui est fait en primaire par les professeurs des écoles sur les stéréotypes, sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, puisque je rappelle effectivement qu'on peut aussi travailler sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en primaire, ne serait-ce que par rapport au rôle, par exemple, ta maman elle peut être chauffeur routier par exemple, etc. Enfin, on peut déconstruire tout ça et c'est fait dès le primaire. Donc ce n'est pas spécifiquement de l'éducation à la sexualité ou de la lutte contre, mais on ouvre aussi les élèves à un autre monde et c'est aussi important. Sur la question du collège, effectivement, maintenant, effectivement, le ministère lance des campagnes dès le collège et ça me paraît extrêmement important. On sait aussi que c'est un moment charnière aussi, le collège, où on arrive à l'adolescence. On sait que beaucoup de choses se jouent. On sait que sur les questions du harcèlement, c'est aussi un moment difficile. Donc après, effectivement, il y a le rôle très important des associations.
Judith rappelait la question de la formation des personnels. Les associations, elles sont les associations complémentaires, c'est-à-dire qu'elles viennent compléter l'action qui est normalement faite dans nos collèges et nos lycées. Malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours fait partout, notamment à cause du manque de formation. Et vous avez cité le collectif dont je suis membre. Effectivement, ça fait partie de nos revendications extrêmement fortes que tous les futurs personnels de l'éducation aient à un moment rencontré dans leur cursus initial ou dans leur cursus de formation continue, au moins une sensibilisation à pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre les LGBT-phobies et qu'est-ce que je peux faire dans mon établissement. Ça, c'est primordial, en plus du rôle complémentaire avec les associations, oui, bien sûr. Alors, on va en parler tout de suite. Vous, au sein donc, du collectif Éducation contre LGBT-phobie en milieu scolaire, quelles sont les actions que vous menez ? Alors nous, on mène une action de sensibilisation auprès de nos adhérents, puisque par exemple, on fait des publications qui sont envoyées à tout le monde et qui effectivement donnent des références de texte, des exemples. Des publications, des livres, des publications, des articles. On a fait un 4 pages sur nos revendications, sur les exemples de ce qui peut être fait. On organise aussi des stages de formation, puisque ça, alors là, je dirais que parfois on supplée un peu aux carences de l'institution, puisque malheureusement l'institution ne fait pas assez de formation. Et c'est vrai que nous, on met en place ces formations-là aussi pour que, et on voit bien, les collègues ils viennent, les collègues ils ont besoin de débattre, ils ont besoin de se former. Combien nous disent lorsqu'ils sortent de ces formations, on est plus armés effectivement pour intervenir dans nos classes. Des formations qui portent sur quoi précisément ? Ça peut être sur tous les thèmes. L'année dernière, par exemple, on a effectivement beaucoup travaillé sur la question de la transphobie. Puisque c'est un sujet, lors de la mandature précédente, la transphobie avait été relativement évacuée. Là, on est effectivement ravis que Judith ait insisté sur la question de la transphobie, parce qu'on sait qu'il y a des élèves trans, qui sont malmenés, il y a la question rappelons quand même ce que c'est que la transphobie, oui. Peut-être que ceux qui nous regardent, et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout instant et poser des questions à nos invités. Qu'est-ce que la transphobie ? Alors, la transphobie, c'est le fait d'être rejeté par rapport à son identité trans, et être trans, c'est tout simplement ne pas se sentir en accord avec l'identité qui a été assignée à la naissance. D'accord. Et donc, très simplement, on a dans les collèges et les lycées des élèves qui effectivement demandent par exemple, commencent leur transition et demandent à être appelés par le prénom qu'ils ou elles ont choisi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, parce qu'on voit bien que les personnels sont désemparés face à ces demandes, et ils ne seraient pas désemparés s'ils avaient les formations et s'ils pouvaient accompagner ces jeunes-là dans leur réussite. Voilà. Très bien. Et alors, vous, Gaëlle Perrin, concrètement, on a parlé tout à l'heure des actions. Quel est le projet, c'est-à-dire vers quoi vous souhaitez aller dans l'avenir et diffuser largement donc, vos actions ? Vers quoi vous dirigez-vous ? Alors je pense qu'il y a deux choses et c'est vraiment en lien avec ce dont on vient de parler. La première, c'est l'âge, à quel moment on intervient auprès des jeunes. Je rejoins tout à fait le fait que, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est pas de l'éducation à la sexualité du tout. On parle pas de sexe, on parle pas de sexualité. On fait vraiment de la déconstruction. On parle davantage d'identité. On parle d'identité, on parle d'orientation sexuelle et amoureuse. En fait, on parle de stéréotypes, on parle de genre, on parle de comment faire quand on rentre pas dans les catégories, quand on n'a pas les... Quand on performe pas les rôles qu'on doit. Qu'on attend de nous. Qu'on attend de nous, tout à fait. Qui sont véhiculés depuis des siècles par la société. Exactement. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui peut se faire très jeune. Enfin, on pourrait commencer à faire ce type d'intervention plus jeune. On remarque d'ailleurs que quand on intervient dans les collèges, les jeunes ont beaucoup moins une réaction de mise à distance du sujet que quand on intervient dans les lycées. Là, je suis intervenue mardi plusieurs fois et j'ai eu des élèves qui m'ont dit... Mais moi, si j'étais gay, j'aimerais pas qu'on fasse ça. Alors que donc c'était une éventualité peut-être pour eux, peut-être qu'ils sont gays, peut-être qu'ils se rendront compte qu'ils sont gays. Alors que dans les lycées, c'est toujours ne jamais mettre un doute sur sa propre orientation sexuelle. Les jeunes se mettent beaucoup plus à l'écart du sujet. Donc on remarque qu'on a l'impression d'avoir plus d'impact quand on intervient auprès de personnes plus jeunes. Et on parle de sujets, l'amour, les relations, les modèles familiaux que les jeunes connaissent depuis qu'ils sont petits. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en lien avec la formation des professeurs, enfin en fait en général de tout le personnel qui intervient dans la scolarité des jeunes. C'est quelque chose que nous on essaye de mettre de plus en plus en place. Donc dans les établissements dans lesquels on intervient, on propose maintenant de faire une formation pour le personnel de l'établissement. Donc ça prend la forme d'une demi-journée ou des bénévoles qui interviennent auprès des jeunes et aussi auprès d'adultes.
viennent rencontrer le personnel de l'établissement, répondre aux questions. À la fois, ça nous permet de préparer nos interventions auprès des jeunes, pour que les gens qui vont y assister, qui vont être présents, sachent un peu à quoi s'attendre. Et c'est aussi pour nous très important de savoir qu'une fois qu'on est passé dans un établissement, les jeunes peuvent se tourner vers des adultes qui ont quelques clés, qui savent vers quoi les orienter, qui peuvent savoir quoi leur répondre en fait, tout simplement à leurs interrogations, et qui ne se retrouvent pas dans un milieu où ils ne sont pas sûrs de pouvoir trouver une oreille attentive. Très bien. Je me fais l'écho de quelques commentaires. Attendez, je lis quand même tout ce qu'il y a. Comment voulez-vous que les enseignants du premier et du second degré, donc ça c'est Chris qui nous dit ça, comment voulez-vous que les enseignants du premier et du second degré parlent de l'homophobie, LGBT-phobie, les stéréotypes, sans avoir les formations SP, ESPE sur ce sujet? Alors, à qui j'adresse cette question? Peut-être à vous, Judith Klein. L'ESP, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans laquelle se déroule la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation. Les ESP sont des composantes des universités, c'est là que se fait la formation initiale. Il y a quand même un référentiel de formation commun à tous les personnels, qui est un référentiel qui remonte à 2013 et qui inscrit la question des discriminations dans les connaissances à acquérir et à transmettre aux élèves. On sait qu'il n'y a pas d'uniformité de la formation et on sait que dans certaines écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les questions de LGBT-phobie, d'orientation sexuelle, d'identité de genre sont traitées. On sait que dans d'autres, elles le sont moins, ou que le volume horaire n'est pas aussi important. Ça vaut pour ce sujet, ça vaut aussi pour d'autres sujets que je suis dans la mission, qui sont des sujets connexes, par exemple les sujets d'égalité femmes-hommes, puisque les ressorts du sexisme et les ressorts de l'homophobie et de la transphobie sont de fait les mêmes. Donc ces questions doivent s'articuler. Alors, on sait qu'il y a un effort de formation initiale à faire. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un effort de formation continue. Alors, évidemment, je ne vais pas aller à l'encontre de ce que dit Olivier Lelarge, mais c'est un sujet qu'on a mis à l'ordre du jour au ministère et on va consacrer au printemps prochain 2 jours de formation pour nos cadres académiques et des formateurs académiques qui ensuite vont diffuser dans les académies 2 jours de formation sur la question du sexisme et des LGBT-phobies. Donc c'est un sujet qu'on traite au ministère et dont on s'empare. Ce ne sera pas la première fois, mais là on aura 2 jours de formation dédiée et je pense que c'est assez bon signe. Il y a la formation initiale, mais la formation continue, il faut qu'en formation continue et en formation qu'on appelle les formations d'initiative locale, c'est-à-dire à l'initiative d'un établissement, et ça des associations le font très bien, ou des formateurs académiques, il faut répondre aux besoins de nos collègues en poste et qui, au moment où ils sont en poste, ont vécu des choses et font émerger un certain nombre de besoins. Et je pense qu'il y a des difficultés qui se présentent. Il faut avoir cette culture-là avant d'entrer dans le métier. Mais il faut ensuite toujours mettre à jour des manières de répondre, des manières d'ajuster. Et puis, il y a un enjeu de prévenir les violences, de prévenir d'améliorer le climat scolaire. Puis, il y a aussi un enjeu de visibiliser les élèves LGBT et de ne pas faire comme si ces élèves-là n'étaient pas là dans les établissements. Et ça aussi, c'est un autre travail, mais c'est un vrai travail sur lequel on... L'inclusion dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas rendre invisible et dans la masse, c'est reconnaître aussi, c'est ce que vous exprimez. Oui, c'est pas invisible, c'est reconnaître une égalité de droit, mais reconnaître que... Une différence à part entière, mais qui est au même titre qu'on a toute forme de personne. Voilà, il y a une pluralité d'identités et d'élèves. L'identité LGBT est un élément d'identité des élèves, alors, de certains élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même titre, vous me pardonnerez du parallèle, mais au même titre qu'au sein de l'école, on éduque les jeunes, et dès le plus jeune âge, aux gestes écologiques, responsables,
on passe par l'éducation nationale pour justement faire passer ces messages d'égalité, de droit à la différence et à la pluralité des identités. Et on passe par l'école pour que, effectivement, émerge une génération peut-être plus tolérante sur la diversité des identités. La question que je me pose, c'est comment on travaille aussi, parce qu'on le sait, c'est aussi au sein de la famille que parfois des stéréotypes sont véhiculés, ou qu'un certain langage est couramment utilisé. Est-ce qu'on a une approche aussi? Alors ici, on est sur le centre du ministère de l'Éducation nationale, donc forcément, on s'adresse aux jeunes, mais est-ce que dans l'école, à un moment donné, on doit expliquer aux familles qu'on va faire intervenir des associations? Mais on leur explique toujours. Enfin, les interventions ne se font pas sans que les parents soient informés. Est-ce qu'ils participent eux-mêmes? Parce qu'il faut que ce soit... l'école, c'est pas l'école des parents. Oui, l'école, c'est l'école des élèves. Ils sont reçus, ils sont membres de la communauté éducative. Je te laisserai compléter, Olivier. On a développé un certain nombre d'outils pour aider nos personnels à s'adresser à eux, à mener des dialogues constructifs, à faire en sorte que des questions qui peuvent créer de l'incompréhension, comme celle du travail sur l'égalité entre les filles et les garçons, comme celle du travail sur la prévention des LGBT-phobies, soient déminées, ou en tout cas soient... Mais ce qu'il faut que les parents entendent, on n'est pas... Il ne faut pas créer de conflit de loyauté chez les élèves. Hein. Il n'y a pas la parole de l'institution et la parole de la famille. Ce qu'on transmet, vous parliez de tolérance. Moi, je ne parlerai pas de tolérance. Moi, je parlerai d'égalité des droits. Hein. On est vraiment sur une culture de l'égalité qu'il faut absolument réussir à faire acquérir. Donc on est au-delà. Voilà, il faut clairement le dire, on est au-delà. C'est pas de la tolérance. Hein. On se tolère pas. On reconnaît une égalité de droits. Il y a un cadre juridique. L'égalité, c'est quand même un principe constitutionnel. Bien sûr. Et il y a un cadre juridique. Et puis, il y a ce que l'école transmet comme culture républicaine et démocratique. On est vraiment dans cet esprit-là. Oui, vous souhaitez intervenir, Olivier Lelarge. Je suis évidemment entièrement d'accord avec cette idée de ne pas parler de tolérance, etc. On est là pour travailler sur une culture de l'égalité. Ça me paraît absolument essentiel. Ensuite, moi je rappelle aussi, alors effectivement, les parents sont des partenaires, et dans le collectif dont je suis membre et dont vous avez parlé, il y a la FCPE qui est membre, hein, par exemple. Hein, du coup, donc les parents d'élèves, les associations sont aussi partenaires de ça. Et puis, moi je dirais que... on a aussi des missions, en tant que personnel de l'Éducation nationale. On a des missions, et la mission essentielle qui englobe le tout, c'est celle de faire réussir nos élèves, leur faire réussir leur vie, leur faire réussir leur scolarité, etc. Et que là-dedans, effectivement, on a un certain nombre de choses à faire. Et effectivement, les formations dont on parle à l'école, qui sont faites soit par des enseignants, soit lorsqu'on fait venir certaines associations, effectivement, les parents sont informés, on leur explique pourquoi. Et il y a tout un tas d'établissements dans lesquels ça se passe extrêmement bien et où les familles sont très contentes que ça se passe. Moi, je voudrais, de temps en temps, on a effectivement des échos extrêmement négatifs. Moi, je voudrais rappeler quand même l'immense écho positif que ça rencontre aussi dans un certain nombre d'établissements. Ça me paraît essentiel, contrairement à certains discours que l'on peut entendre. C'est important de le préciser parce que oui, ça peut parfois déranger, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, Olivier Lelarge. Massivement, il y a plutôt une adhésion, il y a plutôt une volonté d'aller dans ce sens-là. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. Il y a une volonté de la part des personnels qui, effectivement, nous disent effectivement le besoin de se former, le besoin de pouvoir partager entre eux sur comment réagir à ça, comment faire, etc. Et puis, par rapport à ce qu'on disait, moi, je voulais faire un parallèle, par exemple, avec le racisme. Enfin, quand on fait des formations à l'égalité et qu'on travaille sur le racisme, évidemment qu'on ne laisse pas la place aux familles qui sont contre ça. Je veux dire, c'est aussi le rôle de l'école de la République de lutter contre tous les racismes, et les LGBT-phobies sont aussi une forme de racisme. Voilà. Très bien. Alors, je me fais l'écho donc des commentaires qui tombent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc, Célia nous dit « La formation AED est aussi très utile pour répondre aux besoins et aux conflits des élèves sur ce sujet. Dans un collège, on est le personnel le plus proche des élèves. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons aucune formation. »
Alors, à qui s'adresse cette remarque? Peut-être Judith Klein, des éléments de réponse. C'est évident, hein. Ce sont les premiers interlocuteurs et interlocutrices des élèves. J'entends. Et on va le prendre. C'est déjà pris en compte là où de la formation est faite, et on va le prendre en compte et on va le traiter dans le séminaire dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur les assistants d'éducation, ils sont recrutés par les établissements sur un contrat d'1 an, maximum 6 ans. Effectivement, les assistants d'éducation n'ont aucune formation. Il y a certaines académies qui ont mis en place des petites formations lorsqu'ils sont dans la première année de contrat, mais ils ont 1 jour, 2 jours de formation. Et vous imaginez bien que dans ces 2 jours de formation, les LGBT-phobies ne sont pas traitées puisqu'on n'a pas le temps. Voilà. Alors, une autre remarque de Théodric. Il ne s'agit pas de parler de sexualité, mais d'interroger et de sensibiliser sur les questions en lien avec les représentations sexuelles. C'est totalement différent. Je crois qu'on l'a bien dit au cours de cette table ronde. Merci néanmoins, Théodric, de cette remarque. Une autre remarque. Alors, qui n'a pas véritablement de lien, mais j'aimerais quand même qu'on la mette en avant, cette remarque. C'est une remarque de Samsung. Alors, je pense que c'est un pseudo, néanmoins. Aucun interprète langue des signes présent pour justement représenter la langue des signes, et dit c'est honteux. Alors, on traite d'un sujet aujourd'hui qui est effectivement de l'homophobie, de la transphobie, mais il y a beaucoup de sujets, et on le sait, qui peuvent être traités à l'occasion de ce salon et de ce plateau. Peut-être, voilà, aujourd'hui on traite d'un sujet qui est la transphobie, l'homophobie. Nous n'excluons personne et aucun sujet, et je suis sûre que cette remarque va être prise en compte pour de prochaines émissions. Autre remarque. Alors, Théodric nous répond il existe de nombreuses choses dans la vie, telles que des questions de liberté et d'égalité, de solidarité, mais c'est aussi la démocratie. Et on est un citoyen de la vie économique et politique. Voilà, c'est important, effectivement, de recadrer le débat. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école de la République, Judith Klein. Il faut effectivement recadrer le débat dans un contexte plus large. L'école de la République, c'est aussi l'école de tous, ouverte à tous, et avec l'identité que l'on a chacun. C'est un rappel qui est nécessaire aujourd'hui, en 2018. Judith Klein. Bon, ça fait partie. Enfin, la transmission des valeurs de la République, c'est une des missions fondamentales inscrites dans le premier article du Code de l'éducation. C'est une mission fondamentale de l'école. Donc, évidemment, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. L'école, elle transmet des connaissances, elle fait acquérir des compétences, elle transmet des valeurs, elle transmet des valeurs démocratiques, elle transmet des valeurs républicaines. On est bien sûr dans ce cadre-là. Mais l'égalité républicaine, c'est pas l'invisibilisation et l'uniformisation. Voilà. De tous et de toutes. Il ne s'agit pas de faire... On ne pointe personne, mais on fait en sorte que personne ne soit dans l'école ou dans l'établissement qu'il fréquente moins dans des conditions moins favorables pour apprendre et pour vivre. Hein. On passe quand même l'essentiel de sa vie. C'est ce que disait Olivier Lelarge à l'instant, enfin il y a quelques minutes, c'est d'abord favoriser la réussite pour tout le monde, pour chacun. Voilà, c'est favoriser la réussite dans un climat d'apprentissage qui garantit la sécurité des élèves, Mais oui, Olivier la réussite de nos élèves, c'est la réussite de nos élèves qui ne sont pas des pions, qui sont sans couleur, sans orientation sexuelle, sans genre, etc. C'est-à-dire que si on veut effectivement que l'école elle soit l'école de toutes et de tous, c'est bien faire en sorte de prendre en compte effectivement les caractéristiques aussi de ces élèves. On sait très bien les conséquences que peut avoir le sexisme, par exemple, en termes d'orientation.
On sait très bien la question des LGBT-phobies, les conséquences qu'elles peuvent avoir en termes de déscolarisation lorsqu'il y a du harcèlement. Voilà, donc on se doit effectivement, si on veut que ce soit l'école de toutes et de tous, de bien prendre en compte ces caractéristiques-là et de travailler dessus. Ça me paraît absolument essentiel. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une plateforme, un numéro de téléphone, quelque chose sur lequel on peut se renseigner à la fois lorsqu'on est proviseur d'un établissement, mais aussi lorsqu'on est soi-même victime, ou bien encore parent d'un jeune et on souhaiterait se documenter. Quel est le réflexe à avoir? Peut-être d'abord en tant que responsable d'établissement, quel réflexe à avoir pour faire intervenir des associations et travailler au sein de son établissement pour lutter contre l'homophobie dans le cadre scolaire? Vous posez une vraie question qui est celle de la connaissance des ressources. Oui. Et qui n'est pas toujours évidente, effectivement, selon les académies. Par exemple, connaître quelles sont les associations agréées pour intervenir en milieu scolaire. La liste, elle n'est pas forcément accessible dans toutes les académies. En fonction des associations, on n'a pas forcément la même intervention non plus. On n'a pas la même intervention. Alors, sur le territoire, effectivement, les associations sont présentes ou pas. Il y a aussi la question, alors dans un certain nombre d'académies, Judith en parlera certainement, mais il y a effectivement des référents égalité filles-garçons. La question, c'est est-ce que ces référents sont toujours connus? Est-ce qu'il est connu? Et est-ce que dans toutes les académies, ces référents sont par exemple aussi chargés des questions de LGBT-phobie? C'est pas forcément connu des personnels. Donc oui, on a un problème parfois de ressources et parfois de connaissance de ressources. Voilà. Et combien de fois, moi j'étais à un stage syndical hier, sur une thématique, il y a des collègues qui m'ont interpellé sur ces questions d'homophobie. Parce que d'un coup, je leur dis que je m'occupe de ça, et d'un coup, ils ont plein de questions, et on voit bien les besoins. Bien sûr. Oui, je vous en prie, Gaëlle Perrin. Oui, c'était juste pour dire, nous, à SOS Homophobie, on intervient partout en France, donc pas seulement sur l'Île-de-France, et on a un agrément national avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors ça, c'est une donnée importante. Un agrément national, ça, c'est un gage, un label, entre guillemets, de qualité. C'est un gage de qualité par rapport à la nature de l'intervention, au sérieux aussi de l'intervention qui va être véritablement structurée. C'est tout à fait ça. Nous, nos intervenants sont formés, tout le monde est formé à la même formation. On a des sujets dont on parle avec les élèves, qu'on a décidé, qu'on a informé le ministère. Les interventions sont structurées, on donne la même qualité d'intervention à tous les élèves que l'on voit. Évidemment, on s'adapte en fonction des classes, mais pour nous, c'est très important. Donc voilà. SOS Homophobie, j'imagine qu'il y a un .fr ou un .com à ajouter pour avoir l'information, l'association. sos-homophobie.org. Ah voilà, donc on va le répéter bien fort. sos-homophobie.org. C'est donc l'adresse à retenir pour faire intervenir des équipes de SOS Homophobie dans vos établissements. Voilà, et pour les jeunes, on a un site qui est fait vraiment particulièrement pour les adolescents qui s'appelle c'est-comme-ça toutattaché.net. C'est-comme-ça.net. C'est un petit peu quelque chose qui affirme, voilà. Voilà, c'est-comme-ça.net qui est un site où il y a plein de ressources pour les jeunes. Donc il y a des témoignages de jeunes LGBT ou qui se posent des questions. Il y a des liens vers des films, des livres. C'est vraiment de personnalités. C'est vraiment un lieu où il y a pas mal de ressources sur les questions que les jeunes peuvent se poser, pour aller plus loin, des liens avec des associations. Et sur ce site, il y a aussi accès à un chat écoute qui est géré par des bénévoles de l'association où les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, peuvent poser leurs questions ou parler à quelqu'un. Et enfin, SOS Homophobie a aussi une ligne d'écoute pour les gens qui sont victimes, témoins de LGBT-phobie ou qui ont des questions. Voilà, pour intervenir et pour répondre aux questions véritablement en direct, ne pas laisser seul face à ces problématiques ou répondre en direct. Ça, c'est important aussi parce que parfois, il peut y avoir des situations urgentes. Alors, on ne fait pas de l'aide à l'urgence. Si on nous appelle, il faut appeler. Dans ce cas-là, il faut contacter la police. Non, mais il peut y avoir des situations de souffrance. Tout à fait. Voilà, ça, par contre. J'entends souffrance urgente à entendre et à écouter. Ouais. Très bien. Alors, Judith Klein, la question des ressources. Est-ce que vous avez également des ressources à communiquer? Les ressources ne manquent pas, hein, c'est ce qu'Olivier Lelarge disait. Les ressources, elles sont là. Alors, on en a plusieurs. On en a sur education.gouv.fr. Je pense que le lien sera fait vers notre enregistrement vers la page dédiée. On a des ressources sur le site EduScol, qui est le site destiné au personnel, mais ouvert à tous et toutes, et sur lequel les parents notamment peuvent aller voir sur quoi se fonde notre politique. En décembre 2015 a été lancée une campagne
d'affichage et de communication. L'homophobie n'a pas sa place à l'école. Nous sommes en train de travailler à une nouvelle campagne. Donc j'appelle toutes les auditrices, tous les auditeurs à être attentifs au fait qu'à compter de janvier prochain, nous lançons dans les établissements du second degré une nouvelle campagne construite notamment avec les associations et avec le collectif. Nous renvoyons vers une ligne d'écoute qui est gérée par une autre association partenaire qui bénéficiant d'un agrément national qui est 6 associations, qui est une ligne d'écoute dont je crois l'amplitude horaire d'ouverture est un petit peu plus importante que celle de SOS Homophobie, mais on joue vraiment pas à la concurrence parce que il faut absolument offrir un maximum de possibilités de trouver de l'écoute. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette écoute, elle est faite pour les jeunes LGBT ou les personnels LGBT ou les parents LGBT. Elle est aussi faite pour les témoins. Elle est aussi faite pour toute personne qui a besoin de ressources. Moi, si j'avais juste un message à faire passer, c'est que la prévention de l'homophobie, c'est pas le sujet. C'est comme le harcèlement. C'est pas le sujet uniquement du harceleur ou c'est pas le sujet de l'élève LGBT ou de la victime LGBT. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et à la fois pour exercer une vigilance et pour créer un climat d'établissement qui soit un climat propice aux apprentissages. D'épanouissement. Qui que l'on soit. Voilà. Alors justement, vous avez fait le parallèle avec la question du harcèlement. La prochaine table ronde portera précisément sur la question du harcèlement. Souvent, on met en place pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire des jeux de rôle. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Gaëlle Perrin, en parlant de débat. Mais on se rend compte que souvent, quand on fait de la pédagogie auprès de la personne qui pouvait être porteur de messages de harcèlement et à plus forte raison homophobe ou transphobe, eh bien, on se rend compte qu'on peut inverser la tendance par la personne quelque part qui a mis le feu dans le groupe. Est-ce qu'on a une démarche un petit peu similaire au sein des associations qui consisterait finalement à compter sur l'énergie du groupe et l'énergie des jeunes pour devenir eux-mêmes les moteurs et les premiers ambassadeurs au sein de leur groupe pour finalement inverser la vapeur? La question est un peu alambiquée, mais j'espère avoir été claire. Oui, Gaëlle. Oui, nous, c'est quelque chose dont on parle à chaque fois, à chaque intervention. On explique qu'est-ce que c'est une personne LGBT, qu'est-ce que sont les LGBT-phobies, comment ça se manifeste, quels impacts ils peuvent avoir sur les jeunes, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que camarade de classe, en tant qu'ami, ou même juste en tant que camarade, si on est témoin de c'est ce qu'on disait, de harcèlement. tout à fait, Donc tout à fait, nous, c'est quelque chose qu'on aborde à chaque fois et on laisse les jeunes nous donner leurs idées. Et en fait, souvent, ils sont juste. Ils savent ce qu'on peut faire. Être là pour la personne, venir lui parler, ne pas ignorer cette personne qui est victime de harcèlement, montrer qu'on s'y intéresse, en parler avec le personnel éducatif en qui on a confiance. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important, effectivement, de dire aux jeunes, même si ça ne vous concerne pas directement, vous pouvez être acteur, vous pouvez être allié de ces jeunes LGBT. Et pour nous, c'est un message super important à faire passer. Olivier Lelarge, vous voulez compléter ? Souvent, on se rend compte que, sur la question du harcèlement, ceux qui harcèlent ont déjà eux-mêmes été victimes, du coup. Donc, on sait qu'effectivement, il y a un travail à faire, c'est-à-dire qu'il faut écouter la parole des victimes, il faut aussi écouter la parole de ceux qui harcèlent et déconstruire aussi pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et en ce qui concerne la question des LGBT-phobies,
travailler avec les jeunes de pourquoi est-ce qu'ils ont entamé un harcèlement LGBT-phobe, qu'est-ce qui ne va pas dans le fait, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin absolument d'agresser une personne qui soit n'est pas conforme à son genre, soit effectivement se dit LGBT, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi besoin de faire ça. Ça c'est un travail éducatif qu'on a à faire et qui est essentiel et qui permet justement d'éviter de recommencer, parce que si on se contente de la morale et de c'est pas bien, de je te punis, on n'avance pas, on a ce temps long là à prendre avec les jeunes, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour conclure? Une belle campagne. Une belle campagne en janvier, et puis surtout que cette question de formation, elle devienne effective, à la fois sur la formation initiale qui me paraît importante, sur la formation continue aussi, parce qu'on sait que malheureusement les choses sont très diverses selon les académies. Il y a des académies qui sont assez en pointe sur le sujet et qui font beaucoup de choses, des académies dont je dirais il y a une certaine lacune dont les recteurs et rectrices feraient bien de s'occuper de combler. Voilà. Le message est entendu. Oui, Gaëlle Perrin, pour conclure. Je rejoins tout à fait le point sur la formation. D'un point de vue plus de l'association, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que toutes les personnes qui interviennent auprès des jeunes sont des bénévoles. Donc nous, on en reçoit beaucoup plus de demandes que ce qu'on peut faire avec nos bénévoles. Donc s'il y a des gens que ça intéresse d'aller parler de LGBT-phobie, de stéréotypes de genre auprès des jeunes, vous pouvez nous contacter. Il y a SOS Homophobie, il y a aussi d'autres associations qui font ça. Donc voilà, on a besoin de monde et c'est quelque chose qui est vraiment très, très stimulant et c'est toujours, on en ressort souvent avec le sourire de ces échanges avec les jeunes. Voilà. Judith Klein, le mot de la fin vous revient. Écoutez, moi je rappelle qu'il y a une journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai. Elle est inscrite au calendrier, au programme des actions éducatives. On va en faire un point d'orgue de la campagne 2019 et puis on voudrait qu'à l'avenir ça devienne une journée de mobilisation dans les établissements et de diffusion d'un message positif qui consiste à ce que tous les élèves LGBT, non LGBT concourent ensemble à faire que l'école en France soit un lieu sans homophobie et du respect des droits de chacune et chacun. Merci tous les trois pour cette très belle intervention. Merci à vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live Éducation France. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour parler de la lutte contre le harcèlement. Et puis juste après, on aura également une dernière table ronde avec le service civique. Eh bien écoutez, merci beaucoup et à très vite.